Programmation. Avec cette fois-ci, nous allons parler bien-être et puis surtout apporter des choses essentielles à un pays qui a besoin de soutien, de notre collaboration. Et pour cela, j'ai rencontré lors du Forum des associations au mois de septembre, puisque chaque arrondissement de Paris fait son Forum des associations, et j'ai rencontré donc la présidente de cette association qui m'a fait goûter un breuvage, je dirais presque un nectar divin, qui était à base de cypruline, c'est bien ça. Et alors, je dois vous dire que je suis un peu pas réticent, mais moi, tous ces aspects ça me semblait un peu bizarroïde, et puis surtout, c'est une couleur un peu bizarroïde. Moi, je suis plutôt traditionnel avec quelque chose de plus contextuel, etc. Et alors, vous êtes arrivée, chère Béatrice, avec un produit. C'était pas grand-chose. D'abord, il y avait le geste qui était attentionné. Il y avait votre sourire, il y avait votre amabilité, il y avait votre ouverture d'esprit. Et puis, vous êtes venu avec un cadeau. Vous me l'avez gentiment offert et j'ai goûté. Et c'était un vrai régal. Vous êtes la présidente de Renaissance Afrique. Alors, avant de nous parler de toutes vos actions, pourquoi cette association Renaissance Afrique ? Elle prend origine un petit peu dans ma vie personnelle, on va dire, avec un support, donc la spiruline, en fait, que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années à Paris, justement, parce que j'avais un problème d'anémie chronique en fer que je n'arrivais pas à combler avec les piqûres en fer et tous les traitements médicamenteux qui m'étaient proposés. Et donc j'ai découvert la spiruline un jour sur un stand bio, dans une foire bio à Paris. Et donc j'ai goûté pour voir ce que c'était. Je me suis renseigné auprès des personnes qui tenaient le stand pour savoir quels étaient les effets justement de cette spiruline. Et donc avec leurs explications, je me suis décidé à essayer pour voir ce que ça m'apportait. Et je me suis rendu compte dans le temps, effectivement, que ça me réglait le problème que je prenais depuis la naissance. Donc un produit miracle alors pour vous ? On va dire c'est presque ça, parce que j'avais vraiment trouvé la réponse à une situation que j'allais traîner toute la vie, puisque je ne trouvais pas de réponse au niveau des médecins. Et c'est de là qu'est née, j'avais dans ma tête l'idée que si ça m'avait aidé moi, ça pouvait en aider beaucoup d'autres, parce que dans au départ, il est dit que c'est une problématique de santé liée à la race noire. Et en fait, on se rend compte dans le temps que ce n'est pas si vrai que ça. D'autant plus que maintenant, le monde est bien mélangé, qu'il y a des métissages dans tous les sens. Et que donc, les Africains, donc, pour désigner le problème en question, c'est la drépanocytose. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, dont un des effets secondaires graves est qu'on est anémie en permanence, à des degrés plus ou moins importants, sachant qu'une anémie chronique et intense génère un effet secondaire des problèmes cardiovasculaires, et une mauvaise santé, bien sûr, une mauvaise irrigation du cerveau, une cohorte d'autres problèmes qui font que on n'est pas forcément en bonne santé ni efficace dans ce qu'on fait. Donc voilà comment est née Renaissance Afrique, parce que moi, la spiruline m'avait permis quelque part de renaître, et donc logiquement nous avons appelé mes amis et moi qui avons fondé cette association, l'association Renaissance Afrique. Depuis combien de temps existe votre association, Béatrice ? Nous l'avons créée en 2010, donc ça fait juste 10 ans. Ça s'arrose avec un verre de spiruline, bien évidemment, avec un bon cocktail. Alors, concrètement, votre association, comment fonctionne-t-elle ? Je suppose qu'il y a une partie qui fonctionne
ici à Paris dans le 20e, parce qu'il y a le siège social, mais je suppose qu'il y a aussi une énorme partie qui est en Afrique, puisque vous ouvrez au Togo. Alors comment se passe justement le lien entre vos travaux à Paris et la mise en place, par exemple, alors je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est une culture, hein, une culture de spiruline. Comment se passe et comment vous faites la jonction entre ces deux points séparés par plusieurs milliers de kilomètres? Oui, donc l'association Renaissance Afrique a son siège à Paris dans le 20e et est donc française, hein, de voix française. Donc à but administratif de 1901. Et ici, en fait, l'essentiel des activités de cette association, c'est de faire la promotion du projet qu'elle porte pour récolter les financements, trouver les partenaires, surtout financeurs. Et nous avons dû créer au Togo, à la demande des autorités locales, l'homologue de l'association Renaissance Afrique à Lomé, donc au Togo, qui porte notre projet là-bas. C'est-à-dire que nous, ici, la spiruline, nous ne la produisons pas en France. L'association Renaissance Afrique finance le projet qui est développé au Togo par son homologue qui s'appelle l'Association de promotion de la spiruline et du moringa, donc pour la renaissance de l'Afrique. Donc ça, c'est un nom qui nous a été un peu imposé par les autorités locales parce que d'autres avaient déjà un logo, un sigle le même que nous. Et donc nous avons dû nous aligner. Donc en réalité, l'association Renaissance Afrique ici donc recherche les financements des partenaires en France, éventuellement ayant des relais au Togo. Et le projet est donc porté, développé par l'association homologue donc, qui est au Togo, avec donc d'autres partenaires là-bas et surtout le public cible. Je suppose que vous avez un regard sur ce qui se passe au Togo. Vous ne laissez pas quand même les choses. C'est pas parce que vous arrivez à trouver des financements à Paris que vous vous dissociez de tout ce qui peut se faire sur place au Togo. Non, absolument pas. Justement, pour avoir un regard bien appuyé sur ce qui se passe au Togo, l'association togolaise, je préside également l'association togolaise avec un bureau local, et c'est moi qui préside l'association togolaise également. Donc ça permet effectivement de voir donc, les financements que nous retrouvons, que nous recevons ici, sont évidemment sur un compte bancaire en France, et nous avons dû créer aussi un compte bancaire pour l'autre association au Togo. Et les transferts financiers donc, de France au Togo sont complètement sous le contrôle de l'association française. Nous avons notre conseil d'administration un ancien directeur financier d'une grosse entreprise française qui a le regard bien appuyé sur ce que nous faisons de l'argent. Alors, parlons un peu plus maintenant de votre association. Comment fonctionne-t-elle parce que le Togo, c'est grand. Comment vous arrivez, par exemple, à trouver des parcelles pour faire la culture justement de spiruline? Est-ce qu'on vous conseille? Est-ce que c'est vous-même qui achetez les parcelles? Est-ce que c'est un terrain qu'on vous loue? Comment ça se passe concrètement au Togo? Alors, nous avons acheté des terrains au Togo. Donc, l'association Renaissance Afrique a, dans un premier temps, acheté des terrains au Togo en son nom, qui ont été transférés à l'association togolaise de façon tout à fait légale. Hein. Donc, l'association togolaise est également de loi 1901. Et donc, les terrains, par voie de notaire, ont été transférés à l'association togolaise. Donc pour l'instant, en fait, notre projet, bon, c'est vrai que la situation sanitaire n'est pas si facile. Nous avons démarré en réalité sur le terrain en 2018. Alors, il y a chronologiquement un certain nombre d'étapes que nous nous sommes fixées, c'est-à-dire que dans la région où nous sommes, globalement, au Togo, la spiruline n'est pas très connue. Donc la première chose à faire, c'était d'abord de faire connaître le produit. Et nous avons là-bas un partenaire technique qui a déjà une ferme de production de spiruline dans le sud du Togo. Et nous-mêmes sommes au nord, au 4-5e nord
dans la région de la Sahara. Je ne sais pas si vous avez une idée. Cette région est située où? Dans le nord, sud, sud-est, sud-ouest? Non, le nord, oui. Le nord, à 250 km de la frontière avec le Burkina Faso, dans une région qui s'appelle la Kara. Et donc, c'était mieux d'acheter des terrains pour être sûr qu'on aurait les manières pour développer notre projet, parce que louer des terrains, c'est assez problématique, parce que le propriétaire peut d'un jour à l'autre venir me réclamer ses terrains, alors qu'une ferme de stériline, c'est quand même beaucoup d'équipements quand même un certain nombre une certaine quantité de financement, hein, donc on ne peut pas s'amuser à louer des terrains pour un projet de ce type-là, parce que la spiruline en fait depuis 2010-2015 partie des projets dits de développement durable, donc pour la durabilité du projet, il valait mieux avoir acquis les terrains pour implanter le projet. Et donc, quand il est complètement installé, c'est une petite ferme qui emploie sur le site. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais quand tout sera installé, c'est quand même 17 salariés sur le site, sans compter toutes les personnes impliquées dans le réseau de distribution. Et donc, c'est un projet humanitaire, hein, avec un business plan un peu particulier dans la mesure où nous faisons en même temps de l'humanitaire, mais l'humanitaire court, pas l'humanitaire au sens où on entend aujourd'hui, où on intervient dans l'urgence, parce que nous, notre projet a plusieurs volets. Pardon? Oui, alors, le projet est installé, tout est installé. Comment se passe finalement le contrôle vous avez 17 salariés, donc le financement, tout est OK. Quand vous allez sur place, comment vous arrivez justement à acquérir des nouveaux terrains pour justement agrandir votre demande? Parce que je suppose que c'est de plus en plus important. Votre association s'est développée. Donc je suppose que les terrains que vous avez acquis aujourd'hui doivent fonctionner à plein régime. Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche d'autres terrains, ou alors vous essayez uniquement de multiplier ou d'avoir un rendement plus important déjà avec les terrains que vous avez en votre possession? Alors, je disais que le projet a démarré seulement en 2018, parce que pendant les 8 premières années, il n'y a pas eu vraiment d'activité au Togo, parce qu'on était en prospection pour plein de choses. Hein. Bon, d'abord, créer l'association, vous savez, les démarches administratives au Togo, comme dans la plupart des pays africains, sont très 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 longues. Hein. Et il a fallu donc d'abord installer l'association il y a un an et demi, et chercher, prospecter les terrains, donc trouver des personnes plus ou moins dignes de confiance, mais plutôt plus que moi, parce que vous savez, le problème des projets qui viennent du Nord peut être implanté aussi, c'est que les gens vous voient arriver, donc je pense que vous avez des tas d'argent et qu'on peut essayer de vous en soutirer autant que possible s'il y a le moyen de pouvoir le faire. Donc on est allé avec beaucoup de précautions chercher nous-mêmes les terrains, visiter du tout, comparer du tout, et ce sont des terrains qui doivent correspondre à un certain nombre de critères. Et en réalité, en fait, l'extension pour l'instant, on l'a fait parce qu'en fait, le projet, les terrains qu'on a recherchés correspondaient au dimensionnement de notre projet. Parce qu'avant de chercher les terrains, il fallait savoir sur quelle surface on voulait développer cette ferme de spiruline. Et en fonction de ça, chercher la surface de terrain dont on avait besoin. Donc les terrains qu'on a achetés, on les a achetés pour ce projet-là, c'est 2400 m² pour développer 600 m² de spiruline, qui n'est pas encore complètement installé. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de chercher des financements pour les équipements. Et donc on est complètement dans les thématiques des objectifs de développement durable. Hein, on est sur au moins 5 ou 6 ODD avec ce projet. Hein, donc lutter contre la malnutrition, contre la pauvreté, contribuer à l'utilisation des femmes et la spiruline. Je ne sais pas si vous savez, mais
c'est un micro-organisme qui est tellement riche qu'en réalité, avec une très petite quantité, vous nourrissez complètement votre organisme et un organisme qui est bien nutri a l'énergie nécessaire donc pour régler un certain nombre de difficultés qui sont en lui. Et là, récemment, justement, avec cette histoire de pandémie qui dure depuis un certain temps, dont on ne sait pas à quel moment on va en sortir, les études ont commencé à être faites justement, testées en laboratoire, nous disons, pour savoir quels étaient les impacts de la spiruline sur quelqu'un qui vient qui est atteint de Covid, par exemple. Où, en fait, la spiruline, de façon globale, elle a une capacité de rééquilibrer et de renforcer les défenses immunitaires tel que, en fait, c'est considéré comme actuellement le meilleur produit naturel antiviral qui puisse exister. À tel point que les grandes organisations internationales s'y intéressent depuis déjà pas mal d'années. Pas pour le Covid, mais avant c'était pour les problèmes de malnutrition, de correction d'anémie, de déficience immunitaire, etc. Et en même temps, de régler des problèmes de pauvreté, parce que ce sont des projets qui génèrent quand même des ressources. Donc sur la ferme, par exemple, on crée des emplois. Au niveau du réseau de distribution, on crée également des emplois où on permet à des gens de développer leur propre activité économique, notamment surtout les femmes, parce que nous on travaille sur la thématique de l'autonomisation des femmes dans la région où le projet est implanté. Et de créer autour du projet en fait un certain nombre de partenariats et d'activités annexes qui ne dépendent pas, que le projet ne développe pas directement, mais que les personnes qui sont intéressées par le produit que nous fournissons, donc la spiruline cultivée sur place, peuvent à leur tour développer leur propre activité économique. Par exemple, avec la spiruline, quelqu'un peut développer une petite structure de production de farine enrichie en spiruline pour les bébés. Quelqu'un d'autre peut fabriquer des yaourts enrichis à la spiruline, etc., etc. Donc, ce sont des projets justement qui sont très intéressants et qui, vraiment pour des pays comme le Togo, sont d'autant plus intéressants que, évidemment, au départ, ça demande un certain montant en financement, mais ce ne sont pas des gros projets comme on voit portés par des grosses structures, hein, donc avec 100, 200 mètres carrés, vous pouvez produire de la spiruline et faire une activité qui est pérenne. Mais nous, là, on a visé donc de 600 mètres carrés parce qu'on a comparé, on a regardé ce qui se faisait dans d'autres pays et en lien avec notre partenaire technique au Togo et un partenaire technique que nous avons eu au tout début ici en France, nous avons dimensionné notre projet de la façon qui nous semble la plus optimale, c'est-à-dire qu'en dessous de 600 mètres carrés, on a la cible, je pense que fiction ne pourrait pas l'atteindre, et au-delà de 600 mètres carrés, ça devenait un peu trop important pour nous à gérer. Donc, pour nous, la taille optimale, c'était de développer 600 mètres carrés de production qui, à terme, quand c'est mis en place, permet de récolter jusqu'à 1 tonne de spiruline sèche par an et de pouvoir donc subvenir dans ça. Alors, notre première cible, c'est la malnutrition des enfants de 0 à 100 ans, les mères, enceintes, anémiées, allaitantes, nouvelles accouchées, en situation précaire avec un certain nombre de problématiques de santé, et aussi de faire de la prévention, parce que la spiruline permet justement, comme je disais tout à l'heure, en fortifiant, en renforçant les défenses immunitaires d'un organisme, de permettre justement d'améliorer ou de conforter sa santé au départ. Alors, bon, tout ça, on a parlé un peu sur l'aspect technique de la mise en place. Vous avez mentionné qu'il y avait des gens qui pouvaient, grâce à ce produit, fabriquer d'autres produits. Comment, finalement, vous recrutez les personnes que vous embauchez et est-ce que vous les formez et est-ce qu'il y a aussi, après, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent eux-mêmes, finalement, investir ou créer une ferme
avec une taille beaucoup plus réduite, c'est-à-dire peut-être une personne qui habiterait un peu plus loin pourrait, grâce à votre soutien et à vos compétences, peut-être ouvrir une ferme, pas forcément de 600 mètres carrés, mais peut-être de 20, 30 ou 40 mètres carrés. Est-ce que ces choses-là, finalement, sont mises en place par votre association et par vous-même? Non, nous, notre projet, c'est de développer Cette ferme. Et de former, bien sûr, les personnes. Donc, comment nous les recrutons? Nous les recrutons sur un profil de base pour les métiers techniques, parce qu'il y a des métiers techniques pour lesquels une formation de base est incontournable. Par exemple, le responsable technique de production doit avoir en formation de base, avoir fait une formation dans une école d'agriculture, d'agronomie. Bon, et nous avons la chance d'avoir au Togo un centre de formation dans ce sens-là. Et donc ça, c'est une formation générale. Ensuite, maintenant, il y a des particularités dans la culture de la spiruline, parce que la spiruline, ce n'est pas une culture en pleine terre et dans les champs, c'est une micro-algue qui vit dans de l'eau saumâtre, donc c'est dans de l'eau douce qu'on enrichit avec du sel de mer et d'autres nutriments, dans des bassins comme des piscines en fait. Et l'expérience a démontré que la culture dans des bassins circulaires était beaucoup plus productive. Et donc, il y a donc des aspects techniques de production de la spiruline qui nous dispensons, parce que nous, directement, Association Renaissance a fait dispensation, mais notre partenaire technique local, qui lui donc, a été formé par une autre ONG française qui l'a accompagné dans ce projet, et avec qui nous sommes en convention, qui lui forme nos personnels au fur et à mesure du et donc nos formations techniques sur la production et tous les processus, depuis la création du bassin, l'ensemencement, le suivi au quotidien des paramètres de la culture. Donc on vérifie quoi, la densité de la spiruline, le pH, la salinité de l'eau. Enfin bon, il y a un certain nombre de paramètres qui sont fixés. Et donc la formation technique dans la ferme pour le responsable technique, c'est entre 2 et 3 mois. Et ensuite, le partenaire technique délègue son responsable technique sur notre ferme quand elle sera installée pour superviser pendant quelques semaines le travail de la personne qui l'a formé et vérifier qu'il a bien assimilé les formations qui lui ont été inculquées. Et alors, le deuxième métier, c'est les personnes qui vont s'occuper de la récolte et donc de tous les processus de séchage, de conditionnement, etc. Et en fait, la vie d'une ferme de spiruline, c'est très spécial parce que la récolte se fait très tôt le matin et à 17h, tout doit être séché et prêt à être stocké ou à être livré en deuxième. Alors, tout a l'air de bien fonctionner. Qui finalement contrôle la qualité de la spiruline que vous produisez? Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est le ministre de la Santé du Togo qui assermente et qui valide vos produits? Qui contrôle cette qualité? Alors, nous-mêmes, sur le site, nous avons des contrôles obligatoires, donc que nous faisons tous les jours et dont nous consignons les résultats, comme je vous disais tout à l'heure, donc le pH, l'acidité, la salinité, la densité de spiruline dans la culture. Et c'est la densité qui permet de décider à quel moment on va récolter. Et donc sur le site, parmi les équipements sur le site, il y a un laboratoire qui permet avec le microscope et un minimum d'équipements de laboratoire pour permettre de faire un certain nombre de vérifications. Et si on a des doutes, il y a des laboratoires biologiques dans la ville de Kara, dans le Futur, à qui on demande de vérifier. Et si le doute persiste, on rapatrie le produit au niveau de la capitale, donc à Lomé, à l'Institut d'hygiène.
Et normalement, tout se passe bien parce que quand même, c'est un milieu de culture qui est sain. Donc, et l'autre intérêt, effectivement, d'une culture de spiruline, c'est que la qualité du bain de culture est telle qu'il n'y a pas de parasites qui peuvent se développer. Donc, vraiment, cas extrême. Et donc, tout ces contrôles donc, sur site, en extérieur, à Cara et éventuellement à Lomé, si effectivement le doute continue de persister, on a des laboratoires ici en France à qui on envoie des échantillons pour validation. Donc, ce n'est pas un travail qu'on fait un peu au hasard, hein, c'est quelque chose de Tout est contrôlé, certifié. sérieux et professionnel, oui, parce que quand même, il y va de la santé des gens. Hein. Donc, Alors, qui sont finalement les plus grands consommateurs de la spiruline? Est-ce que c'est le Togo lui-même ou est-ce que c'est finalement le Canada, les États-Unis ou la France? non, notre projet n'est pas destiné à produire de la spiruline qu'on exporte à l'extérieur. La seule spiruline qu'on a ici, c'est juste quelques kilos par an qu'on propose en situation de promotion de notre projet, comme vous avez pu voir au carrefour des associations. Sinon, l'association Renaissance a fait son travail, ce n'est pas de vendre de la spiruline en France. Nous avons pensé à ce projet pour contribuer à améliorer la situation nutritionnelle au nord du Togo et la situation sanitaire de la population, parce que le Togo, c'est un tout petit pays, on peut vous imaginer un petit peu sur la côte ouest là-bas, qui est à côté du Bénin. Et c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes de santé liés à la malnutrition, des problèmes de famille, hein, il faut le dire, hein, qui ne se sont certainement pas arrangés avec la pandémie en cours, où il y a beaucoup de mortalité infantile liée ou à la malnutrition ou à différentes sortes d'anémies, avec une cohorte de maladies spécifiques. Hein. Et quand vous arrivez au Togo, surtout à Ferrara, en fait, les enfants malnutris, anémiés, plus ou moins malades, ils vont rentrer à tous les coins de rue. Hein, en fait. Et donc, nous, notre objectif n'est pas de produire de la spiruline au Togo pour l'exporter ailleurs, c'est essentiellement qu'elle soit consommée sur place. Donc, effectivement, on a, je vous disais tout à l'heure, on a 3 volets. Donc, il y a le volet humanitaire, que l'on appelle humanitaire, qu'on va donner pour des enfants qui sont diagnostiqués malnutris, anémiés, avec une maladie spécifique ou pas, mais qui ont un suivi médical. Donc, pour qui on va donner pendant quelques semaines pour faire la démonstration de l'efficacité du produit, mais aider aussi les enfants et leurs parents, parce que souvent, justement, c'est parce qu'il y a des problèmes matériels que les enfants sont en difficulté. Et donc ça, c'est ce que nous appelons le volet humanitaire, mais qui n'est pas le volet humanitaire et sans pour l'emploi habituellement. Et donc ça dure entre 4 et 6 semaines. Et au bout de ces 4-6 semaines, on va demander à la famille d'apporter pour la responsabilité, la responsabiliser sa contribution, une légère contribution financière. Donc on va lui proposer la spiruline pour l'enfant au prix où nous l'avons produite. Donc prix coûtant. C'est ce que nous appelons le volet social. Et le reste de cette spiruline, en fait, on va maintenant la distribuer à titre commercial parce que on démarre avec des financements qu'on a recueillis auprès de différentes organisations ou particuliers. Et l'idée, ce n'est pas que le projet vive à l'ITAM éternam de subventions extérieures. D'ailleurs, ça n'existe plus. C'est pour ça que les critères de développement durable nous concernent vraiment bien. Parce que la part de spiruline qui va être distribuée à prix commercial est destinée à ceux qui, les citoyens notamment, ont les moyens de payer cette spiruline, qui ont aussi un sens qui sont assez cultivés pour comprendre que la santé, ça se préserve et qu'il faut l'entretenir et faire de la prévention. Et on compris que la spiruline est de ces éléments qui peuvent leur permettre effectivement de maintenir ou d'améliorer leur santé à moindre stress. Et donc on est, nous, sur cette dynamique-là, hein, c'est la spiruline pour le Togo, mais pas la spiruline pour l'exporter. Et je peux vous assurer qu'il y a vraiment de gros besoins et que notre seul projet certainement ne suffira pas à endiguer les problèmes
d'anémie, de malnutrition, etc. Et donc, quand on forme effectivement des gens dans notre structure, l'idée ensuite c'est qu'ils soient autonomisés techniquement, financièrement et en matière de gestion pour pouvoir les répliquer ailleurs et donc refaire la même chose que nous. Et de poche en poche à arriver à cerner vraiment les difficultés nutritionnelles et de malnutrition et toutes les difficultés de santé des personnes de l'autre. Est-ce que vous avez par exemple, au Togo, vous avez cette ferme. Est-ce qu'il y a par exemple d'autres pays d'Afrique qui sont venus vous demander justement comment vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des Camerounais, des Sénégalais, des Burkinais qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, ce que vous faites c'est génial, on voudrait faire la même chose, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous êtes un peu dans cet échange ou alors vous consacrez uniquement à votre ferme au Togo? Alors, en fait, nous, on n'est pas précurseur de la spiruline en Afrique. Hein. On sera le deuxième producteur de spiruline au Togo. Et en Afrique de l'Ouest, il y a un pays que vous connaissez sûrement, qui est le Burkina Faso, qui est pionnier dans la production et la distribution de spiruline. Eux, par contre, ils exportent, donc ils en produisent beaucoup. Il y a un projet plus ou moins gouvernemental qui sort dans les tonnes de spiruline par an. Et d'ailleurs, c'est certifié au cercle bio depuis cette année. Et, voilà, et qui est un peu le référent en Afrique de l'Ouest des spiruliniers, on va dire. Et donc, qui forment, donc beaucoup de gens vont se former là-bas, de même que beaucoup vont se former chez notre partenaire togolais qui est dans le sud. D'autres pays, le Bénin aussi, je crois depuis une bonne vingtaine d'années, hein, développe des productions de spiruline sous l'égide du gouvernement du ministère de la Santé, alors que nous, notre projet, nous avons bien sûr les autorisations du ministère de la Santé pour le développer, mais l'État n'intervient pas du tout, ni en soutien, ni en quoi que ce soit. Que nous regrettons un petit peu parce que quand même, nous apportons notre contribution dans le domaine de la santé publique. Et donc, voilà, nous, en fait, on se forme auprès d'autres qui, eux, ont déjà l'expérience. Et évidemment, l'idée, c'est quand nous avons les compétences requises, de pouvoir faire la même chose pour d'autres qui viendraient vers nous. Et donc, c'est vrai que nous avons l'ambition, effectivement, d'implanter au moins une ferme par région dans le nord du Togo, mais on ne va pas mettre la charrue devant les deux. On va d'abord finir de mettre en place ce qu'on a commencé et ensuite on verra où sont les opportunités pour faire plus. Est-ce que les sponsors qui justement vous financent, est-ce que vous emmenez vos sponsors au sein de votre ferme pour justement leur montrer le travail que vous avez effectué et le travail que vous êtes toujours en train de réaliser? Alors, les sponsors qu'on a eus jusqu'ici en France ne sont pas venus nous voir sur le terrain, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, la structure n'est pas finalisée. Hein, donc, ce qui est fait jusqu'ici, c'est justement les actions de promotion, de sensibilisation, de formation des agents de santé, des mères de famille, des nourrices, etc., etc. Toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant et de l'enfant, surtout quand il est en difficulté. Notamment, nous avons en vision l'ONG mondialement connue qui s'appelle SOS Village d'enfants, que nous avons prospecté à Cara, parce qu'ils ont un centre de nutrition là-bas et un centre mère-enfant qui est très intéressant pour nous parce qu'ils ont les mêmes publics cibles que ce que nous visons au travers de notre projet. Et en fait, il y a une panoplie de partenaires possibles en local que nous avons rencontrés. Évidemment, sont très intéressés par le projet, mais nous sommes vigilants de savoir jusqu'à quel point ils sont intéressés et dans quel but. Et oui, bon, bien sûr, nous avons fait des réunions, des sessions d'information, de promotion du projet
et pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est que cette spiruline qui en fait existe, dit-on, depuis que l'univers, que la Terre existe. Hein. Ce serait le premier organisme vivant apparu sur Terre et qui est un peu entre le règne végétal et le règne animal. C'est quelque chose d'assez curieux, mais c'est très intéressant à découvrir. Et donc, effectivement, beaucoup d'informations, mais en local, pour que les gens sachent qu'il y a de vraies solutions. Non seulement à la malnutrition, non seulement à l'anémie, mais que même la FAO, d'ailleurs, maintenant, qui développe une production de spiruline au Tchad pour lutter contre la sécurité alimentaire, en tout cas pour améliorer la sécurité alimentaire dans la région. Dit, mais pas seulement la FAO d'ailleurs, j'ai parlé de l'OM, de UNICEF, ONU, OMS et tous ces gens-là, toutes ces organisations en fait, disent et écrivent et proclament fort, haut et fort que la spiruline c'est la réponse à toutes les problématiques que le monde connaît aujourd'hui, de famine, d'insécurité alimentaire, de malnutrition, d'anémie, et en même temps générateur de richesse, donc de lutte contre la pauvreté. Et nous, on attend le jour où toutes ces organisations vont se lever comme un seul homme et venir nous dire on vous soutient parce que vous faites sur le terrain le travail que nous sommes censés faire. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas ces appuis-là. Mais les organisations en local, international ou local, sont très intéressées effectivement par ce que nous proposons et nous les avons énormément rencontrés et discuté de comment on pourrait créer tous ensemble un partenariat autour de ce projet pour le faire fonctionner au mieux et parvenir au plus près des bénéficiaires à qui il est destiné. Est-ce que nous allons arriver au terme de cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, peut-être que nous aurions omis d'émettre? Simplement que moi je veux exprimer l'espoir que devant toutes les difficultés auxquelles l'humanité est confrontée et face à toutes ces grandes organisations qui sont supposées aider à les régler, qu'il y ait un vrai regard sur la spiruline, ce qu'elle peut aider à régler dans les pays qui sont en difficulté, notamment avec toute cette histoire de pandémie et tous les problèmes qu'il y avait avant. Parce qu'en réalité, la spiruline, effectivement, comme ils le disent, hein, c'est la réponse non seulement pour lutter contre la faim, la pauvreté, la malnutrition, et faire de la prévention santé, qui finalement serait à moindre coût, hein, parce que quand on voit les sommes investies justement dans tous ces domaines, et quand on voit ce que coûte un projet comme le nôtre, il n'y a pas de mesure hein, pour l'efficacité qu'on en retire. Voilà, donc de nourrir l'espoir que les grandes organisations internationales en charge de la santé, de problèmes de nutrition, de famine, d'alimentation, prennent le temps vraiment et fassent l'effort de suivre la FAO et mettent en place, financent massivement les projets de spiruline si on veut vraiment trouver des solutions à la situation de faim et de malnutrition et de pauvreté dans le monde. La spiruline est une microalgue qui pourrait sauver le monde et puis certainement aider les enfants à retrouver une nutrition riche, pas forcément grasse, mais riche en divers éléments. Écoutez, Béatrice, j'espère que vous allez. De toute façon, il faut continuer dans cette perspective parce que maintenant il faut poursuivre. Il faut effectivement toujours cette notion de combat, qu'il faut toujours ne rien lâcher, même si parfois c'est un peu dur et un peu compliqué. Il faut pas lâcher parce que ce que vous faites, cela a un intérêt. Nous, on ne peut pas s'en rendre compte parce que c'est vrai que nous ne sommes pas confrontés
physiquement à cette malnutrition, parce que nous avons autour de nous, dans notre environnement, des magasins qui débordent d'aliments. Même moi, des fois, quand je vais faire mes cours, je me dis, mais comment peut-on proposer 150 marques de yaourt ou 300 marques de jambon? Pour moi, c'est un peu surréaliste. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que la malnutrition si l'on n'est pas confronté à ce problème mondial au quotidien. Voilà, donc je pense que vous avez été sensibilisé par cela. Et c'est vrai que c'est un combat que vous devez mener et que nous devons aussi mener. Et nous devons vous soutenir dans vos projets et puis surtout dans votre communication. Si toutefois vous avez, avant de vous laisser le mot de la fin, Béatrice, si vous avez prochainement des réunions ou je ne sais trop quoi, un colloque, et que vous aimeriez que ce colloque soit diffusé en direct, etc., n'hésitez pas, nous sommes là. Donc nous pourrions peut-être aussi travailler en étroite collaboration. Voilà, j'ai fait ma promo. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin, Béatrice. Écoutez, merci infiniment. Nous serions effectivement très heureux de pouvoir vous associer à toutes nos manifestations à venir. Il est prévu dans le déroulé du projet de faire une restitution un jour sur Paris, quand le moment venu, nous ne manquerons pas de vous inviter à venir partager ce moment avec nous. Je voudrais quand même préciser que la spiruline, ce n'est pas uniquement destiné aux enfants en malnutrition, c'est destiné à tout le monde en réalité. Et j'ai ici un ouvrage d'un médecin français que je vous présente qui est là. La spiruline, l'algue bleue de santé et de prévention. Donc, ce bouquin peut le trouver en librairie, n'importe où. Où ce médecin, en fait, explique, lui, c'est un adepte chevronné de la spiruline en tant que médecin, où il explique, en fait, tout ce qu'il diagnostique sur lesquels, comme maladie, sur lesquels il prescrit la spiruline en thérapie. Et vous serez étonné de voir que la connaissance de la spiruline, même en France et même en Occident, où elle existe, où il y a des gens qui la consomment, pour ceux qui sont dans les démarches de santé naturelle, etc. Et moi, j'ai vraiment l'espoir que la spiruline fait partie de ces réponses vraies pour l'avenir de l'humanité, en fait. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note optimiste que nous allons nous quitter. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches pendant cette malheureuse pandémie et Covid saison 2. Il faut prendre soin de vous et de vos proches, Béatrice. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de communiquer. Merci beaucoup à vous, Richard, et à Regard et Parole, de nous avoir permis de nous exprimer sur votre média. Donc nous restons effectivement en contact. Et je vous souhaite à vous de même de rester en bonne santé. Et voilà, c'est l'essentiel. Restons en bonne santé. Merci Béatrice, bonne fin de journée. Au revoir, vous aussi. Au revoir.